Soyez les bienvenus. Dans un instant, c'est international. Nous nous installons aujourd'hui dans un pays que l'actualité nous montre en crise depuis plus de 7 ans, le pays le plus endetté d'Europe, le pays dont la jeunesse est au chômage à près de 50%. Nous sommes bien sûr en Grèce pendant la relève de la garde, devant le palais présidentiel, l'ancien palais royal, et le président de la République, M. Pavlopoulos, va nous recevoir. Il va parler des relations tendues avec le voisin turc, de la crise des réfugiés, bref, beaucoup de sujets sur RFI TV5 en liaison avec le quotidien Le Monde. C'est international à Athènes et c'est tout de suite. Monsieur le Président de la République, merci de nous recevoir ici, dans ce palais présidentiel, l'ancien palais royal d'Athènes. Monsieur le Président Prokopis Pavlopoulos, nous allons avec Sophie Malibaud de RFI et avec Adé Aguillot du Monde vous poser beaucoup de questions. Je le disais, la Grèce a été connue dans l'actualité ces dernières années par cette crise, par la dette, par le déficit, par le chômage, et une interrogation il y a un an et demi, de savoir si la Grèce allait sortir de l'euro, peut-être de l'Union européenne. Derrière vous, deux drapeaux. Il y a le drapeau de la Grèce et le drapeau de l'Union européenne. Il n'y a pas de doute sur l'appartenance de la Grèce aujourd'hui à cette Union européenne, à cette monnaie unique de l'euro. D'abord, merci pour l'occasion que vous me donnez. Et je vais vous dire simplement que j'espère que mon français ne va pas me trahir. Merci de vous exprimer en français. Je préfère donner cette conférence de presse en français plutôt que de faire appel au service de la traduction. Vous connaissez le proverbe italien, français, traduttore, traditore. Alors, je m'excuse pour l'erreur que je vais commettre. Il va très bien, votre français. Alors, c'est la question que vous m'avez posée. Ces deux drapeaux me montrent qu'il faut être optimiste pour l'Europe. Parce que vous connaissez tout ce qui s'est passé avec la Grèce. Nous, les Grecs, malgré le sacrifice, nous croyons, et très franchement, qu'on ne peut pas voir la Grèce en dehors de l'Europe. Mais nous croyons aussi, et ça, permettez-moi de le dire, que l'Europe serait tout à fait différente sans la Grèce. Alors, ces deux drapeaux montrent que l'Europe marche et va marcher. Et malgré le Brexit, l'Europe va vers son avenir. Et j'espère qu'il sera plus attractif dans les années à venir pour que nos amis de la Grande-Bretagne décident autrement. Il n'y a pas de doute dans l'opinion publique grecque sur cette appartenance quand on parle d'austérité imposée par Bruxelles. C'est ce qu'ont dit un certain nombre des membres du gouvernement. Il n'y a pas de doute, il y a le même attachement, la même volonté de rester unis avec ces pays de l'Europe. Ce n'est pas l'Europe austérité comme certains populistes le disent. Écoutez, je vous ai dit qu'à tout prix, nous restons dans l'Europe. Mais essayons aussi de montrer que cette politique d'austérité est au détriment de toute l'Europe. C'est-à-dire a des répercussions néfastes pour l'avenir de l'Europe. Je ne dis pas qu'il faut en venir au gaspillage du passé, s'il y avait gaspillage, mais quand même, une politique d'austérité a des répercussions que vous voyez. Vous voyez vraiment les problèmes qu'il affronte d'autres pays aussi. Vous voyez ce qui se passe, par exemple, au Portugal ou en Espagne. Vous voyez ce qui se passe en Italie. Vous militez pour une sortie de l'austérité. Vous n'êtes pas les seuls. Aujourd'hui, d'autres voix, la voix française milite. Mais pour l'instant, le dogme de l'austérité continue. La Grèce reste sous un programme très strict. Cette voix n'est pas entendue. Mais il faut se battre. L'Europe est comme ça. Il faut avoir confiance. Et il faut avoir devant nous le but jusqu'à la fin. Vous connaissez les vicissitudes dans lesquelles l'Europe a traversé son parcours. Alors, nous les Grecs, nous faisons tout ce qu'il faut pour rester dans l'Europe et militer avec les autres partenaires pour que l'Europe trouve ses racines, pour que l'Europe arrive à construire cet édifice comme, par exemple, Schuman le voyait dès 1950.
Sophie Malibaud, RFI. Monsieur le Président Pavlopoulos, que pensez-vous des conditions imposées par les institutions internationales, comme le FMI? Est-ce que cela peut justifier les arguments de ceux qui disent « D'accord, nous restons dans l'Europe, mais pas dans cette Europe qui laisse ce type de conditions être imposées à la Grèce ?» Car il y a l'Europe, il y a Bruxelles. Oui, mais écoutez, c'est autre chose l'euroscepticisme, c'est autre chose d'avoir l'angoisse de l'Europe. Moi et nous, les Grecs, nous n'avons pas un scepticisme. Ne disons pas, écoutez, cette Europe ne nous plaît pas, nous quittons l'Europe. Nous avons l'angoisse de l'Europe et nous luttons, si vous voulez, pour construire cette Europe de solidarité qui est basée sur l'homme, sur les droits de l'homme. Certes, ce n'est pas une Europe de l'abondance. L'abondance, je ne sais pas s'il existait d'ailleurs jamais, s'il n'a jamais existé. Mais quand même, pour nous, les Grecs, il faut, si vous voulez, donner les signes que cette politique d'austérité, comme je vous ai déjà dit, est au détriment de l'Europe entière. Vous avez parlé de l'IMF. Le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, oui. Alors, j'ai une grande estime pour son travail, pour son autorité, si vous voulez. Mais j'ai dit franchement à mes collègues que l'euro, la zone euro, a besoin de son propre fonds monétaire. Un FMI européen, en quelque sorte. La Grèce et nous avons les bases de le faire, parce que l'ISM, le mécanisme européen de stabilité, a été créé en 2011 pour être transformé en une sorte de Fonds monétaire européen. Monsieur le Président, on accuse, et notamment en Grèce, on accuse parfois l'Europe d'imposer l'austérité. Il y a un terme, vous êtes francophone et juriste, il y a un terme qu'on utilise parfois, qu'on a utilisé, c'est de dire que la Grèce est un État dysfonctionnel. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas lever ses impôts, qu'elle n'avait pas de cadastre. Et au fond, si elle était dans cette situation, c'est parce qu'elle n'avait pas joué une véritable règle du jeu d'État, pas lever ses impôts. Est-ce que c'est un procès qui vous semble injuste? C'est en grande partie injuste. Parce que nous faisons, depuis le début, quand nous sommes entrés dans l'Union européenne à l'époque, aux communautés européennes à l'époque, nous avons fait beaucoup de réformes. Et alors, le niveau, par exemple, de l'administration publique, jusqu'à l'ouverture de cette crise, le niveau était très suffisant. Ça, on le reconnaissait partout dans l'Europe. Alors, il faut faire aussi des réformes encore, mais il me semble que la Grèce est à la hauteur du point de vue sur les structures étatiques, est à la hauteur de l'Europe. Certes, je le dis une deuxième fois, il faut faire des réformes et nous faisons ces réformes-là. Mais c'est autre chose de faire ces réformes qui sont nécessaires, autre chose de faire une politique d'austérité qui, je vous dis, c'est une politique qui a comme répercussion la diminution de notre revenu national et vous voyez les conséquences sur la dette publique que nous avons en Grèce. Cela fait 7 ans que vous êtes en crise, oui. que le pays est en crise. Cela fait 7 ans. Et en récession, avec des prévisions peut-être de retour à la croissance pour 2017. Cela fait 7 ans pratiquement que vous êtes sous programme et sous programme d'aide. Et pourtant, l'économie grecque continue d'être mal en point. Pourquoi? Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, le chômage est encore au niveau auquel il est, à plus de 23%? J'ai dit souvent qu'il fallait voir dès le début les erreurs qui existaient au premier programme. Le premier programme qui a été imposé à la Grèce, que nous avons accepté d'ailleurs, parce que la situation était critique, a été préparé à la hâte. Elle a été préparée par le Fonds monétaire international, je l'estime, mais il n'a pas vu qu'il y avait une particularité de la Grèce, c'était un pays de la zone euro. L'IMF a, si vous voulez, la technologie des programmes qui se base sur la possibilité de la dévaluation de la monnaie. C'est la première chose qu'il dit quand il fait un programme pour un pays. Alors, vous savez que l'euro est une monnaie dure. Il n'y a pas de dévaluation de cette monnaie-là. Vous le regrettez? Qu'il ne puisse pas y avoir ce jeu sur la monnaie nationale? Certains, en Europe, prônent un euro. J'ai dit que quand le premier programme a été imposé à la Grèce, il y avait des erreurs qu'il fallait corriger très vite. Par exemple, l'indice de récession. L'indice de récession, c'est la base de laquelle a été créé ce programme. Il était tout à fait en dehors de la réalité. Mais on est tant d'années, c'était en 2010, oui. On est en bientôt 2017, on est 3 programmes plus tard. Et aujourd'hui, encore l'économie grecque a du mal à démarrer. Oui.
Parce que si on commence avec de telles erreurs, c'est par exemple la possibilité d'avoir une croissance dans 2 ans, et vous voyez ce qui se passe. C'est pour cette raison que nous disons, et j'espère que l'année prochaine nous aurons une croissance plus que 2%. Selon nos partenaires, c'est quelque chose comme 2,7%. Et je l'espère franchement. Mais ça présuppose vraiment que cette austérité. Monsieur le Président, qui en Europe est réceptif à vos propos? Qui est-ce qui comprend cette situation en Europe? On sait que l'Allemagne d'Angela Merkel est sur cette ligne d'austérité. Écoutez, je ne parle pas d'une politique de gaspillage et d'abondance. Quand on dit austérité, on dit pour une austérité qui voit simplement ce qu'on appelle la lutte contre les déficits. Parce que le grand problème de la zone euro était que nous avions beaucoup de déficits. Alors, on a essayé de combattre ce problème-là. Mais au lieu de le combattre, on a diminué, ou même en Grèce, nous avons des surprises actuellement. Mais ça a causé beaucoup de problèmes à la dette publique, non seulement de la Grèce, mais de l'Europe tout entière. À cause du fait que la diminution du revenu a fait une explosion de la dette publique, alors vous voyez les répercussions. C'est notre opinion de voir cette politique d'austérité qui ne peut pas, si vous voulez, continuer à une diminution du revenu national, non seulement de la Grèce. Votre pays est le plus endetté d'Europe, 180% du produit intérieur brut, donc de la richesse produite en une année. La Grèce ne remboursera jamais cette dette. Si nous faisons les démarches nécessaires, par exemple, si nous aurons ces bénéfices concernant l'allègement de notre dette, alors ça ira. Allègement dans quelle mesure? Dans quelle mesure? C'est-à-dire, il n'y a pas de diminution directe. Un étalement? Oui. Il y a deux manières. Prolongement du temps de paiement de notre dette, et puis diminution des taux d'intérêt. Nous n'avons pas d'autre manière. Sauf à rayer une partie de la dette, à éponger une partie de la dette? Écoutez, rayer, c'est impossible. Du moment où on a l'ISM, si vous voyez la législation européenne, après la création de l'ISM, défendent cette possibilité, interdit cette possibilité. Alors, nous les Grecs, nous ne demandons pas un tel allègement. Nous demandons un allègement basé sur les méthodes que nous savons tous, prolongement, je vous dis, du temps du paiement, diminution des taux d'intérêt. Et il faut voir cela d'abord, nos partenaires, puisqu'ils ont promis qu'il y aura cet allègement. Ils ont promis, mais ils vous ont donné un accord à minima il y a à peine quelques semaines, quelques jours, le 5 décembre, un accord très à minima, avec un allègement à très court terme, en refusant de discuter de l'allègement à long terme. Ils ont laissé, j'espère qu'ils vont le faire, ils ont laissé la voie ouverte, la porte ouverte, si vous voulez, après 2018. Sans cet allègement, la Grèce ne peut pas s'en sortir? J'ai dit que notre dette n'est pas viable sans cet allègement, ça tout le monde le sait. C'est l'IMF, vous voyez ce qu'il dit l'IMF, je ne le dis pas moi-même. L'IMF dit que notre dette publique n'est pas viable. Et il faut, et vous me donnez l'occasion de dire une autre chose qu'il faut, et les spectateurs le comprennent très bien. Vous voyez la structure de notre dette publique. Vous dites que nous avons une dette énorme. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils connaissent nos amis, les autres Européens, par exemple, nos amis français? Est-ce qu'ils connaissent qu'une grande partie de notre dette publique n'est pas une dette qui a été faite pour qu'on gaspille de l'argent, nous les Grecs? Est-ce que vous connaissez quelle partie de notre dette est due à l'achat d'armement et des programmes d'armement que nous n'avons pas provoqués nous-mêmes? C'était les besoins pour défendre nos frontières contre des provocations que nous n'avons pas provoquées nous-mêmes, et pour défendre les frontières européennes, parce que les frontières grecques de la mer Égée sont des frontières européennes. Alors, nous les Grecs, nous sommes endettés pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté. Ça, il faut le comprendre. C'est pour cette raison que nos partenaires, dans l'allègement, dans la voie de l'allègement de cette dette, ils doivent prendre
d'avoir conscience de cette particularité de notre dette publique. Demain, vous êtes à Paris, vous rencontrez François Hollande. François Hollande a été plutôt un allié de la Grèce, notamment lors de cet été 2015 si particulier où la question du Grexit, de la sortie de la Grèce de la zone euro, était sur la table. Matteo Renzi en Italie était votre allié. Hollande s'en va, Renzi est parti. Aujourd'hui en Europe, où sont vos alliés? Y a-t-il des alliés possibles pour la Grèce? Et peut-on imaginer réellement une sortie de l'austérité? D'abord, je dois remercier François Hollande pour le rôle primordial qu'il a joué l'été de 2015. Deuxièmement, la France a une tradition d'aide, si vous voulez, envers la Grèce depuis le début. Vous vous souvenez de l'époque de la collaboration entre Constantin Karamanlis et puis Valéry Giscard d'Estaing. Il n'y a eu de président français qui n'avait pas une longue amitié. Il y a cette tradition. C'est la même chose pour l'Italie. Alors, les hommes passent, mais il me semble, surtout pour la France, pour l'Italie, cette idée de l'Europe unie, cette idée de l'Europe de la solidarité, cette idée que l'Europe ne peut pas avoir le même image sans la Grèce, alors cette idée, il me semble qu'elle est indépendante des hommes politiques qui se succèdent à la présidence ou, si vous voulez, à la fonction du Premier ministre. Monsieur Pavlopoulos, Monsieur le Président de la République grecque, nous allons aborder bien notre thème après la pause d'actualité, mais dans votre pays, près d'un jeune sur deux est actuellement au chômage. Une partie d'entre eux choisissent l'émigration, ils quittent donc ce pays. Ce n'est pas encore plus préoccupant qu'un taux de dette ou d'une difficulté financière passagère. C'est au fond vos forces d'avenir qui disparaissent. C'est le plus grand problème. C'est le plus grand problème, ce que vous avez évoqué. Et ça se dû à cette crise que nous traversons. Il faut le plus tôt possible que ces gens-là reviennent, parce qu'ils ont, si vous voulez, l'âme de la Grèce. Sans ces gens-là, c'est impossible de voir l'avenir de la Grèce. Ils ont un avenir en Grèce, ces jeunes-là? Il me semble que oui. Et ça, on va le voir dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine, nous allons voir, je suis optimiste et je veux lutter dans cette voie. On va voir que la Grèce a son avenir et que les gens qui sont partis doivent revenir en Grèce, retourner en Grèce, pour que nous travaillions tous ensemble, nous les Grecs, pour notre avenir, qui est un avenir de la Grèce, mais aussi un avenir de l'Europe. Que pensez-vous également des contraintes qui sont imposées à la Grèce en matière de privatisation? Il y a une demande de la part des créanciers de voir la Grèce procéder à ce programme de privatisation. Où en est-on sur ce front-là? Il faut faire des privatisations. Nous avions un État qui était assez grand, mais les privatisations ne doivent pas toucher à ce qu'on appelle l'État social. L'État social, actuellement, est très touché, vraiment très touché. Mais sans cet État social, ça sera l'explosion. Alors, oui à des privatisations, non à des privatisations qui touchent au cœur de l'État social de la Grèce. Et pour l'instant, vous êtes menacé par ça? J'espère que non. En tout état de cause, je veux lutter pour qu'on ne voit pas un peu d'argent. Monsieur le Président de la République, Pavlopoulos, merci donc pour cette première partie. Nous avons parlé de la Grèce, nous allons voir la situation internationale après ce point d'actualité sur les antennes de TV5 Monde, sur celle de RFI. On vous retrouve dans tout juste 2 minutes. Retour à l'international, nous sommes donc à Athènes, à la veille de la visite présidentielle du président de la République, M. Prokopis Pavlopoulos, qui nous reçoit aujourd'hui dans son palais. Nous avons, avec Sophie Malibaud de RFI et avec Adéa, ici, Adéa Guillot, correspondante du quotidien Le Monde, vous avons posé beaucoup de questions sur la situation économique et sociale de votre pays. À présent, nous voudrions évoquer un autre dossier très, très important. Il s'agit de la question des réfugiés. Vous êtes évidemment en première ligne, géographiquement, 62 000 réfugiés sur le territoire. Certains pays refusent tout simplement, comme la Hongrie, d'accueillir ces réfugiés. Comment est-ce que vous réagissez face à ce manque de solidarité qui fait aussi monter des populismes? On l'a vu dans de nombreux pays. Je dis qu'il faut comprendre que l'idée de solidarité n'est pas quelque chose d'abstrait. Ouais. On croit en Europe qu'il faut être solidaire, mais c'est la base d'un principe général. Il y a quelques jours, j'ai donné une conférence
une leçon, si vous voulez, à LSE, à London School of Economics, sur les bases juridiques du principe de la solidarité. Est-ce que vous connaissez, est-ce que les téléspectateurs connaissent que dans 15 articles des traités européens, du droit primaire européen, la solidarité est imposée, est une règle du droit à part entière avec des sanctions Mais quand des pays en cas de refusent. violation. Alors, vous voyez, Il faut des sanctions. l'article 80 du traité dit, et le commissaire Avramopoulos l'a dit il y a quelques mois, dit cet article-là, que s'il y a un accord, et cet accord n'est pas respecté par un pays membre, alors il y a des sanctions. Donc il faut sanctionner la Hongrie, par exemple, ou d'autres pays d'Europe centrale. Il me semble qu'il faut défendre la légalité européenne. Mais de quelle façon? En sanctionnant? Il y a les sanctions, la Commission le sait, très bien. Alors, il faut... Mais ce qui m'agace beaucoup, permettez-moi cette expression, ce ne sont pas les sanctions, mais le fait qu'il y a certains de nos partenaires qui croyaient que l'Europe est simplement un espace de droit. Être européen, c'est un honneur. Mais on a les droits et on a des obligations. Il faut respecter ces obligations-là. Les droits et Je les le dis devoirs. à nos amis hongrois, par exemple, et à d'autres. Quand on entre dans l'Europe, on a des obligations. Et la solidarité est une obligation non seulement légale, c'est une obligation qui appartient à la civilisation européenne. L'Europe sans solidarité n'existait pas, n'existera pas. Alors, il faut les comprendre, cela. Alors, Monsieur le Président Pavlopoulos, est-ce que la Grèce a les moyens et est-ce qu'elle a reçu l'aide suffisante pour traiter correctement les demandes d'asile des réfugiés qui arrivent en Grèce? Nous, à certains points, nous sentons seuls. Certes, il y a une aide. Certes, l'Allemagne est le pays qui a, si vous voulez, été les plus européens, si je peux le dire, les plus solidaires dans cet effort-là. Et ça, il faut l'avouer pour Mme Merkel. Sa générosité, si je peux dire, son courage, parce qu'elle avait beaucoup de problèmes là, à l'intérieur de l'Allemagne. Alors, la politique d'Angela Merkel quant au problème des réfugiés était une politique vraiment européenne. Mais il y a d'autres pays, comme par exemple les pays de Visegrad, qui ont coupé court avec, si vous voulez, cette solidarité qu'il fallait. J'espère que, étant donné qu'au mois de mars, on va retourner, si vous voulez, au régime de Dublin, alors chacun prend ses responsabilités-là. Alors je vais préciser ça. Monsieur le Président, vous dites que vous vous sentez seul. Et effectivement, la Commission vient d'annoncer qu'effectivement, à partir du mois de mars, les réfugiés qui sont arrivés ailleurs en Europe, dans les pays du Nord, mais qui sont entrés par la Grèce, eh bien, seront renvoyés en Grèce. Oui. Ça, c'est le régime de Dublin qui régit la mobilité des réfugiés au sein de l'Union. Par ailleurs, les frontières au Nord sont fermées. La Turquie, demain, peut décider de vous renvoyer plusieurs milliers de réfugiés. Est-ce que finalement la Grèce est devenue cette fameuse zone tampon dans une espèce d'hypocrisie européenne généralisée? J'espère que non. Vous me dites ce qui va se passer après le retour au régime Dublin. Dans ce cas-là, il faut comprendre que l'Union européenne en tant que telle et les organes de l'Union européenne, les autorités de l'Union européenne ont leurs responsabilités parce que, outre le régime de réfugiés, il y a le pacte sur l'immigration et l'asile que nous avons signé. J'étais ministre de l'Intérieur à l'époque, pendant la présidence française, en octobre 2008. Alors, vous savez très bien ce qu'il dit, ce pacte. Ce pacte dit que l'Union européenne, je parle pour les immigrants illégaux, je ne parle pas pour les réfugiés c'est autre chose, mais pour les immigrants illégaux, il y a de plus en plus d'immigrants illégaux qui arrivent, surtout ces derniers jours, de la part de la Turquie. L'Union européenne a le devoir, selon le pacte, de mettre en œuvre, ou si vous voulez, d'appliquer les contrats de réadmission avec les pays d'origine. Alors, qu'est-ce que vous attendez très concrètement? Qu'est-ce que vous attendez? Par exemple, et je l'ai dit à M. Timmermans, le vice-président qui ressemble aussi à Dimitris Avramopoulos, il faut, par exemple, à cette époque-là ou de demain, que cet accord avec Pakistan, avec Afghanistan, que là, l'Union européenne, que ces conventions s'appliquent. Donc renvoyer les migrants chez eux. Ah oui,
c'est ça. Et pour les réfugiés? Pour les réfugiés, c'est tout à fait autre chose. Mais vous C'est avez la guerre qu'il faut... Écoutez, si la guerre ne cesse pas, il n'y a pas d'espoir. C'est pour cette raison que l'Europe était en retard. Parce que la fin de la guerre était l'affaire de l'Europe et ça montre combien nous manque la politique extérieure qu'il fallait avoir. Alors, il faut que la guerre cesse dès demain. Et quel regard justement vous portez sur l'état du conflit actuellement, des discussions qui se tiennent entre Américains et Russes? Est-ce que ça vous trouvez que c'est encourageant ou... C'est encourageant. Et il ne faut pas oublier que la petite Grèce, notre petit pays, moi personnellement, était celui qui est allé à Moscou au début de cette année-là. Et j'ai expliqué que selon l'avis de la Grèce, il fallait faire, si vous voulez, cet effort en commun avec les États-Unis et la Russie. Puisque nous avons laissé cette guerre se traîner, puisque l'Europe n'a pas fait son devoir dès le début, alors, étant donné que les États-Unis, la Russie sont mêlés dans cette affaire-là, alors il faut, si vous voulez, faire cesser la guerre en collaboration. C'est pour cette raison que, pour moi, oui, il y a le problème d'Ukraine, les sanctions, mais le premier but qu'il faut, c'est un but existentiel, si je peux le dire, pour l'Europe, c'est la fin de la guerre en Syrie, parce que sans cette fin, il n'y a pas de solution du problème des réfugiés. Les réfugiés continueront à arriver. Oui. Monsieur le Président, que pensez-vous? Vous êtes juriste. Que pensez-vous de l'accord Union européenne-Turquie, cet accord qui a été conclu le 18 mars dernier et qui vise à finalement arrêter le flux de réfugiés en provenance de la Turquie et qui est assez contestable juridiquement, mais qui pourtant semble fonctionner. Quel est votre point de vue et quel est le point de vue de la Grèce sur cette question? J'espère que la Turquie va respecter ses obligations. Elle a signé un accord. La Turquie sait très bien que, si vous voulez, son allié naturel, sa fenêtre pour l'Occident, c'est la Grèce et l'Union européenne. C'était moi et la Grèce qui, dès le premier, ce soir, où Tayyip Erdogan, avec ses problèmes, avec ses coups d'État, alors nous étions les premiers à dire à Tayyip Erdogan que nous sommes les défenseurs de la légalité, de la légitimité constitutionnelle en Turquie. Mais est-ce que vous avez peur que la Turquie vous renvoie plusieurs milliers de réfugiés? Est-ce que la Grèce pourra y faire face? Elle menace très concrètement, régulièrement, de renvoyer 3 000, 5 000 personnes. Est-ce que la Grèce peut faire face? Je regrette pour ces menaces. Et j'espère que Tayyip Erdogan et la Turquie ne vont pas procéder à une telle attitude, ne vont pas adopter une telle attitude. Mais je vous dis franchement, si la Turquie laisse des manches de réfugiés venir vers l'Europe via Grèce, alors la Grèce seule ne peut pas affronter ce problème-là, n'a pas ni les moyens, ni les autres possibilités. Alors c'est ça qu'il faut qu'on voit avec nos partenaires en Europe. C'est dans ce domaine-là que la solidarité doit jouer. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que les Turcs le peuvent? Si la guerre se poursuit et que l'exode des réfugiés continue, ce sont seulement les pays voisins qui reçoivent une proportion énorme de ces réfugiés. Est-ce que ce n'est pas un devoir aussi aux Européens de se montrer plus ouverts? C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il faut que, dans ce cas-là, la solidarité joue à part entière. Parce que, dans ce cas-là, c'est un problème qui touche à l'existence même de l'Europe. C'est tout à fait, tout le monde connaît en Europe que la Grèce, dans un tel cas, j'espère que ça ne se réalisera pas, mais dans un tel cas, pour la Grèce, c'est impossible d'affronter ce problème-là. Nous l'avons dit souvent, nous l'avons dit dès les premiers jours, alors j'espère que nos alliés, nos partenaires dans l'Europe l'ont compris. Monsieur le Président, il y a une autre tension, un autre péril. On parlait de la Turquie actuellement. Il semble que le ton monte avec la Turquie d'Erdogan, notamment sur les tracés frontaliers. Est-ce que ça veut dire que vous redoutez peut-être des annexions d'îles ou de parties du territoire de la Grèce, compte tenu de ce ton très, très offensif, très nationaliste de la Turquie d'Erdogan? Écoutez, Tayyip Erdogan, le 24 juillet dernier, disait que le traité de Lausanne était la base de l'État turc. Le traité de Lausanne qui régit depuis près d'un siècle les tracés frontaliers entre la Grèce et la Turquie. Et maintenant, il dit qu'il faut
revoir, si vous voulez. Il n'a pas dit qu'il ne respectera pas les... C'est une grande première. On n'avait jamais entendu jusqu'ici un Premier Oui. ministre turc dire quelque chose comme Un ça. président. Ou un président. Alors, il faut que nous, les Européens, parce que ce sont des frontières non seulement de la Grèce, mais des frontières européennes, il faut faire comprendre à tout le monde, et en Turquie, qu'on ne peut pas mettre en cause les traités de Lausanne. Les traités de Vienne dit comment les traités fonctionnent. Il est impossible de mettre en doute l'application des traités de Lausanne. Et ça, c'est une affaire européenne, ce n'est pas une affaire de la Grèce. Parce qu'il faut comprendre que, selon le droit primaire européen, les frontières de l'Europe, c'est les frontières des États membres telles qu'ils ont déterminées par les États membres. Vous ne redoutez pas une annexion ou un jeu militaire autour de ces îles? Je ne voulais pas imaginer quelque chose comme ça. Et le fait que les deux vous pays soient expliquez, membres, le fait que les deux pays soient membres de l'OTAN, est-ce que vous pensez que cela peut apporter une garantie suffisante pour éviter justement quelques dérives de ce type? Je voulais avoir confiance à l'OTAN, mais nous avons vu à d'autres moments critiques que l'existence de l'OTAN n'était pas une garantie suffisante. Pour moi, la garantie la plus suffisante, c'est l'Europe. Je vous l'ai dit franchement, surtout en ce qui concerne les frontières. J'espère que nos partenaires comprennent bien, comme pour les problèmes cypriotes d'ailleurs. J'ai vu les déclarations de François Hollande hier à Chypre. Il disait que l'Europe, pour la solution du problème cypriote, doit être présente, parce que c'est un problème européen, ce n'est pas un problème simplement entre la Grèce, la Turquie et Chypre. Alors, je vous dis, pour nous, la garantie la plus grande, la plus efficace concernant l'application des traités de Lausanne, c'est que les traités de Lausanne ne pas être mis en cause. Le traité de Vienne le dit franchement et directement, et j'espère que, puisque c'est un problème européen, nous, les Européens, nous allons défendre nos frontières. C'est la garantie la plus efficace pour nous. Vous avez un autre souci aujourd'hui avec la Turquie, c'est la question de l'extradition de 8 militaires turcs qui ont trouvé refuge en Grèce après le coup d'État d'août dernier en Turquie. La justice grecque vient de trancher, vient de dire que 5 d'entre eux ne sont pas extradables, que 3 d'entre eux sont extradables. C'est une épine dans le pied des relations diplomatiques entre la Grèce et la Turquie. J'espère que la Turquie comprend bien que la justice en Grèce est dépendante. Elle décide selon les règles du droit grec et du droit international, alors leur verdict doit être respecté. Nous n'intervenons pas dans ces arrêts, dans ces décisions. À partir de pourtant, la Turquie fait pression très fortement aujourd'hui sur la Turquie. Elle fait pression, mais étant donné que la Turquie doit respecter aussi les droits internationaux, les relations internationales, la Turquie doit comprendre qu'un État européen comme la Grèce a les règles du jeu qui convient à notre civilisation européenne. Nous n'intervenons pas dans la justice, ça doit être compris. C'est pour cette raison que je vous dis, nos problèmes, quant au traité de Lausanne, quant au problème cypriote, qui n'est pas un problème entre la Grèce et la Turquie, c'est un problème international européen, alors ces problèmes-là sont des problèmes de l'Europe. C'est l'Europe qui va défendre avec la Grèce ses intérêts, ses frontières, la souveraineté de ses États. Alors, je suis tout à fait sûr que l'Europe comprend aussi quelque chose d'autre. Combien il serait dangereux de laisser traîner ces choses-là qui pouvaient créer des précédents qui ne concernent pas seulement la mer Égée, mais d'autres côtés des frontières européennes. Si par exemple nous disons, écoutez, c'est un problème avec la Turquie, il faut le voir, surtout pour les frontières de la mer Égée, surtout pour les problèmes cypriotes et la souveraineté du territoire de la République chypriote après la solution du problème cypriote. S'il y a, si vous voulez, des exceptions sur les règles de souveraineté nationale européenne, alors ça pourrait créer un précédent pour toute autre partie de l'Europe.
Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Est-ce que finalement l'Europe cède trop à cette Turquie parce qu'elle a finalement les clés du flux de réfugiés aujourd'hui? On lui a remis ces clés-là avec l'accord. Est-ce que finalement la Turquie, aujourd'hui d'Erdogan, pousse avec la Grèce sur les frontières sur plusieurs points parce qu'il sait qu'il peut négocier très fortement à cause de la présence des réfugiés sur son territoire? Est-ce que c'est une erreur de l'Europe? C'est peut-être l'attitude de M. Erdogan, mais c'est à l'Europe de lui faire comprendre que nous sommes prêts à l'aider d'affronter ces problèmes, prêts à l'aider pour avoir une orientation européenne. Nous sommes pour l'orientation européenne de l'Europe, mais à condition que la Turquie respecte ses obligations internationales, elle respecte surtout ce qu'on appelle acquis européen. Ça, il faut le faire comprendre à la Turquie, il faut le faire comprendre tout de suite. Je vous dis une deuxième fois, si on le fait comprendre à la Turquie, on a des difficultés à le faire comprendre à d'autres pays. Vous pensez à qui? Vous pensez à quels autres pays? Je ne voulais pas penser. Mais c'est facile à imaginer. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes optimiste sur la question de Chypre, dans la tenue probable d'une conférence à la mi-janvier où seraient réunis tous les acteurs internationaux sur cette question? D'après ce que je vois, non. Je ne suis pas optimiste parce que M. Erdogan, la Turquie, par exemple, insiste sur la persistance au territoire de la République chypriote des troupes et des garanties. Ça, c'est des garanties impossible. de sécurité. Il faut expliquer un petit peu peut-être que c'est ce qu'est ce concept de garantie. Oui. Actuellement, à l'état actuel des choses, il y a les pays qui garantissent, si vous voulez, le status quo actuellement, les ressortissants qui sont là-dedans, en Chypre. Alors, cette période transitoire, c'était la période qui existe parce que Chypre est entrée à l'Union européenne en tant que telle, dans cet état de choses. La solution, qui dit une solution pour toujours, une solution qui accepterait d'avoir dans le territoire d'un État membre de l'Union européenne et du noyau dur de l'eurozone, de voir dans son territoire des troupes d'invasion qui sont d'un État tiers. Et la garantie de la Turquie, par exemple, pour l'intégrité de Chypre à cette époque-là, c'est tout à fait contraire au droit primaire européen. Est-ce que vous en faites un préalable au retrait des troupes? Non seulement il y a un préalable, je vais le dire tout de suite. D'abord, c'est une violation flagrante de l'article 4, paragraphe 2 du traité, parce que cet article dit en quoi consiste la souveraineté d'un État membre de l'Union européenne. À quel traité vous faites référence? Du traité européen. L'article 4, paragraphe 2 dit que la souveraineté nationale est un droit pour chaque État, mais il doit défendre sa souveraineté et surtout défendre son intégrité territoriale et sa sécurité nationale. On était très proche d'un accord. Les choses avançaient. On était dans des négociations qui ont été assez loin et qui ont de nouveau donc échoué en décembre, avec cette idée que la Grèce, effectivement, aujourd'hui, dit non. Nous, tant que la Turquie ne retire pas ses troupes, non. Tant qu'il y a encore cette question de la garantie, ça veut dire qu'il donne le droit à la Turquie d'intervenir militairement pour l'intégrité de Chypre, eh bien, nous disons non à cette solution négociée dans ces conditions-là. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution pour Chypre? Mais écoutez, quand nous disons ça, nous défendons l'acquis européen, la souveraineté nationale selon les droits européens. Il est impossible pour nous, les Grecs, et pour les Chypriotes, pour l'État chypriote, d'accepter une solution qui consiste à une violation, comme je vous ai dit, flagrante des droits européens, de l'acquis européen, et qui crée un précédent. Je reviens à ce que je vous ai déjà dit. Imaginez, non seulement à Chypre, à l'avenir, si nous acceptons un tel précédent, un autre pays qui, étant donné qu'il doit, par exemple, défendre ses ressortissants, il intervient dans un autre pays de l'Union européenne, il part en disant que puisque vous avez ces précédents-là, moi, je veux... Vous pensez à la Russie, par exemple? Je ne pense jamais abstraitement à aucun pays. J'ai dit qu'il faut... On vous a entendu penser très fort. Pour revenir... Comment? On vous a entendu penser très fort. Non, il faut en Europe, en fin de compte,
il faut laisser derrière nous cette attitude, ces comportements d'épimité. Il faut être Prométhée, c'est-à-dire il faut voir devant nous et non pas se traîner derrière les choses et derrière les situations qui peuvent être créées. Monsieur le Président, il y a quelques semaines ici même, Barack Obama fait sa tournée d'adieu aux Européens. Comment avez-vous réagi à l'élection de Donald Trump et est-ce que vous en attendez quelque chose? Est-ce que ce n'est pas une Amérique plus lointaine que celle d'Obama pour la Grèce, sachant qu'il y a beaucoup de ressortissants grecs aux États-Unis? Et sachant que les États-Unis sont un allié essentiel de la Grèce. D'abord, nous respectons, nous les Grecs, en tant que Grecs et Européens, nous respectons le verdict du peuple américain. Il faut le respecter. Deuxièmement, je crois que Donald Trump va suivre la même voie, surtout quant à la grande orientation, si vous voulez, de la politique américaine. Troisièmement, j'ai confiance au système américain, au système politique américain, parce qu'il y a une sagesse unique presque dans ce système-là, parce qu'il fonctionne les institutions de ce qu'on dit checks and balances. Aucun, ni le président, ni le Congrès ne sont pas, si vous voulez, libres à faire tout ce qu'ils veulent. Il y a un équilibre des pouvoirs. Voilà. Checks and balances, c'est unique. Ah oui. C'est parce que l'essence même du fonctionnement des États-Unis d'Amérique. Alors, j'ai confiance au peuple, j'ai confiance, si vous voulez, à la responsabilité des dirigeants de la politique américaine, mais surtout, j'ai confiance Mais au quel système de message checks ça and envoie au balances. monde et à l'Europe et à la Grèce, l'idée qu'un leader un peu populiste ait pris en main ce pays essentiel pour le monde? Et il y a d'autres leaders populistes aujourd'hui en Europe et aussi en Grèce. Il faut voir la politique de Donald Trump jusqu'au bout, jusqu'à la fin de son mandat. On ne peut pas faire, si vous voulez, des hypothèses dès le début. Pour moi, puisque nous avons vu d'autres exemples dans la politique américaine où, pendant la période électorale, ça on le voit même en France, même ailleurs, surtout pour les États-Unis, surtout pour l'état actuel des choses, le fait que l'humanité affronte de grands problèmes, il faut voir jusqu'au bout ce que va faire Donald Trump. C'est à ce moment que je peux juger, si vous voulez, son comportement, voir ce qu'on peut faire. Mais pour moi, il faut respecter les verdicts du peuple américain parce que c'est la voie suivant laquelle on peut, si vous voulez, trouver le point d'accord avec le nouveau gouvernement des États-Unis. Alors, Monsieur le Président de la République, merci de nous avoir reçus. Peut-être se pose-t-on des questions. Vous êtes un homme politique, vous êtes ministre de l'Intérieur, un homme du centre-droit. Vous travaillez avec quelqu'un que le monde entier a découvert, Alexis Tsipras, qui est plutôt à gauche de la gauche. Ça marche bien, cette cohabitation en Grèce? Vous fonctionnez bien tous les deux? Vous me rappelez cette idée de cohabitation à l'époque de François Mitterrand. Mais c'était parfois un peu violent en France, quand ça existait ici, non? Écoutez, vous avez vu que pour ces luttes de rester dans l'Union européenne, il n'y a pas ni droite ni gauche. Il y a un consensus. Il y a le consensus, et c'est le grand acquis pour le peuple grec. Est-ce que vous avez vu, après cette crise de l'été 2015, les résultats des élections, les 85% de la population grecque a voté pour des partis qui sont pro-européens. C'est la première fois dans l'histoire d'un État européen, avec tant de sacrifices, de voir un peuple être attaché tellement à l'Europe. Alors, en tant que président de la République, je suis heureux, malgré le fait qu'il y a des différences entre les partis politiques, et c'est tout à fait normal pour une démocratie. Alors, je suis heureux d'être président de la République à un moment où toutes les forces démocratiques de mon pays luttent pour la France, pour la Grèce, pardon, et pour l'Europe. Merci. Dans ce cas-là, la France était toujours présente à côté de nous. Je vous remercie infiniment, je remercie la France, je remercie François Hollande pour tout ce qu'il a fait pour la Grèce et j'espère que le futur président de la France sera sur la même ligne. Vont dans la même ligne. Merci, Monsieur le Président de la République, de nous avoir accordé cet entretien. Et je m'excuse pour les erreurs du langage. Et au quotidien Le Monde. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouvera naturellement la semaine prochaine pour un autre numéro d'International.